juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères, un peu plus d'euros dans les poches, plus d'idiots pour moins de queue, faire le bonheur de mes proches. Moins de barreaux, plus de brèche. La prison tue, alors c'est crève la tôle. Le taf nous tue, alors c'est crève la tôle. L'HP nous tue, alors c'est crève la tôle. La prison tue, alors c'est crève la tôle. Crève la tôle. Crève la tôle. Comme un chien enragé, adapté de Comme un chien enragé, texte anonyme. Ça pue, ça s'effrite, ça tombe, ça s'écroule, ça fuit, ça suinte. Ils sont fiers de leur prison. Elle a presque 150 ans. Au rez-de-chaussée, les détenus considérés comme calmes et sans problème. 3 détenus par cellule de 9 mètres carrés. Au premier étage, des cellules de 9 mètres carrés où sont parqués 4 détenus par cellule. Parfois sur un matelas improvisé au sol. Il y a une salle de douche infestée de champignons, de cafards et de déchets qui s'entassent. On y attrape facilement hépatite et autres maladies. À l'intérieur, 4 douches mal séparées pour la 50aine de détenus de l'étage, dont une totalement ouverte, pour bien marquer le fait qu'il y a une hiérarchie entre les détenus, et que c'est les détenus eux-mêmes qui la mettent en place. Selon les matons, c'est l'étage où sont parqués les détenus les plus indisciplinés. Le 3e, c'est à peu près la même chose en plus calme, soi-disant. Le 2e étage est, lui, réservé aux détenus travailleurs, réputés plus calmes, car souvent portés sur leur réinsertion et la carotte des remises de peine. Une partie travaille pour le service général, activité liée à l'entretien et au fonctionnement de la prison. Une autre pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires qui fabriquent des pièces destinées à l'administration elle-même. Mais la plus grande partie de ces forçats travaillent pour le compte d'entreprises extérieures privées. Façonnage, conditionnement, montage, assemblage, petits usinages. Les détenus n'ont généralement aucun moyen de savoir pour quelle boîte ils travaillent. À la santé, on travaille généralement pour Paris Façonnage, Lacoste, Dior et d'autres. Souvent des marques de luxe. Dans d'autres prisons en France, on peut travailler pour Bouygues, EADS, EDF, Givenchy, Bic, L'Oréal, Orange, 3M, Yves Rocher, Renault, Haribo, etc. Le travail est devenu nécessaire à beaucoup de détenus, car contrairement à certaines idées reçues, il faut de l'argent pour vivre en prison. Les repas ou la gamelle sont immangeables et bourrés de calmants, donc il faut pouvoir continuer. Ce qui équivaut à faire des courses à la supérette de la prison, à des prix exorbitants. 30% plus cher, y compris pour des produits de première nécessité. Entretien, hygiène, timbre, stylo, clope. Pour l'administration pénitentiaire, la paix c'est un vrai business. Tous les dimanches, on remplit son monde cantine, et les produits ne seront récupérables que 9 ou 10 jours plus tard. Les produits, souvent dégueulasses, et parfois à la limite de la péremption, sont vendus plus cher que dehors. Une bonne partie des détenus, et il faut pouvoir se le permettre, ne touche pas à sa gamelle. Les repas sont toujours les mêmes. Abats, langue de bœuf, poissons non identifiables, saucisses tièdes et mal cuites, plats gorgés d'eau déraisonnablement gras. Se nourrir exclusivement à la gamelle équivaut aussi à s'exposer à une diarrhée longue comme la détention. Ce qui est fâcheux lorsque les toilettes sont partagées par 4 détenus, dans une cellule mal aérée de 9 mètres carrés. La gamelle et ses horaires relativement fixes participent au balisage temporel du détenu et à la routine insoutenable de la détention. Car tous les jours sont à peu près les mêmes. Tout est à heure fixe. Distribution du courrier,
de la presse, gamelle, promenade, distribution du pain, activité, civière. Le détenu finit donc par se créer sa journée type. Il va répéter au loisir des juges. Le programme TV quotidien, l'heure du café, de la lecture, etc. Plus encore en cellule individuelle qu'au bloc, les prisonniers finissent tous par répéter une même journée standard, optimisée avec les moyens du bord. Pour se rendre compte de cela, il suffit de s'imaginer que l'on se réveille chaque jour dans la journée précédente, et qu'on la recommence de bout en bout, jusqu'à finir par l'optimiser de A à Z. Cela rend fou très rapidement, et on perd assez vite toute notion de réalité. Je ne tolère plus d'entendre sans cesse que les prisonniers sont enfermés 23 ou 22 heures sur 24. Non. Les prisonniers sont enfermés 24 heures sur 24. Je précise que la promenade en prison, c'est de la merde. Barbelés, caméra, espace confiné, entassement. 1 heure à tourner en rond et à se rentrer dedans, comme 2 ours dans une chambre de bonne. Les inscriptions aux activités fonctionnent également sur le principe très théorique de la liste d'attente, mais en fait dans un arbitraire total. Les détenus ont droit théoriquement à 3 parloirs de 45 minutes par semaine. C'est plus que dans d'autres prisons. Bien sûr, les parloirs sont assez souvent soumis à l'arbitraire des matons, qui ont tout un éventail de méthodes pour gâcher, perturber ou carrément annuler un parloir. Petit exemple pratique de la banalité du sadisme. Les balais sont interdits en prison, mais les détenus peuvent, pour 1 heure, échanger un balai contre leur carte d'identification. Le maton peut alors s'arranger pour ne pas vous rendre la carte à temps pour votre parloir. Et le parloir peut être plusieurs jours plus tard. Ou carrément la perdre. Mais aller au parloir sans carte d'identification, et donc sans vérification biométrique, c'est hygiaphone obligatoire. C'est-à-dire parloir dans une pièce étouffante de moins de 2 mètres carrés, dans laquelle le maton peut vous oublier pendant 30 minutes. Sensation garantie. Avec plusieurs plaques de plexiglas, rendues quasi opaques par la saleté entre vous et les visiteurs. Une sérieuse difficulté à s'entendre. Et caméra pendant le parloir. Les gens antisocialistes, pourtant si compassionnels, ont beau avoir interdit les parloirs hygiaphones dans les années 80, sous l'égide de leurs grands héros Badinter, ils sont toujours là, comme une énième sanction dans la sanction. Les parloirs se déroulent, comme tout le reste, de façon extrêmement répétitive. Sortie de cellule et appel. 1 demi-heure d'attente avant. Identification biométrique de la paume de la main et tampon UV sur l'autre main, en file indienne. Le parloir surveillé par le maton qui vous empêche de recevoir de l'affection physique de vos visiteurs. Rebiométrie et UV. 1 demi-heure d'attente. Une fouille à nu, vêtement par vêtement. Cheveux, bouche, paume des pieds. Puis, selon l'arbitraire du maton, lever les testicules, écarter les fesses, et attendre plus ou moins long que le maton rende les fringues, au lieu de vous observer dans vos moindres recoins. Toujours avec le bonne journée à la fin. Régulièrement ponctué d'un bonne journée, monsieur le surveillant. Très amical et complice. On appelle la phase de fouille à nu le kilomètre de bite, ou pour les plus inspirés, les 24 heures de la bite. Puis re-attendre plus ou moins long, et retour en cellule. Le parloir est tout de même assez éprouvant. On revient en moyenne d'un parloir programmé à 14 heures sur les coups de 16 heures ou plus. Les détenus n'ont pas tous des parloirs, car beaucoup sont isolés ou étrangers, et loin de leurs proches. Pourtant, les parloirs sont souvent un poumon essentiel pour le détenu, qui par définition est isolé, et finit toujours par se sentir seul, même si par ailleurs il est très soutenu à l'extérieur ou très entouré à l'intérieur. Il existe assez clairement une hiérarchie entre détenus, entre les primaires, incarcérés pour la première fois, et les autres, entre les différents types de délits,
entre forts et faibles. Les détenus les plus maqués avec les matons, qui sont comme par magie souvent ceux qui possèdent shit, cam ou téléphone, auront tendance à prendre la tête de la hiérarchie. Les petits privilèges qu'ils obtiennent leur garantissent aussi un certain confort. Choix de la cellule, de ses co-détenus, possession d'un balai, plaque chauffante, douche supplémentaire, TV gratos, râpe de javel, beurre, sac poubelle, et autres denrées, rationnées gratos. Entre les détenus, c'est un peu celui qui aura la plus grosse entrée régulière de shit, téléphone et cam, qui fera la pluie et le beau temps. Il peut monnayer tout ce qu'il veut à coup de shit, parce que les journées paraissent moins longues quand on se tabasse la tête. Et le temps qui passe vite, c'est un luxe en prison. Il ne fait aucun doute que la paix est entièrement consciente de la présence de téléphone ou de shit, mais leur présence est loin de la déranger. Un détenu défoncé est plus gérable et moins conflictuel. Mais pour quelques détenus, rien ne parvient vraiment à acheter cette paix tant souhaitée. Existe alors le passage en commission de discipline. Il existe un tableau des fautes et des sanctions recensées, mais qui reste suffisamment flou pour que ne soit pas gêné l'arbitraire de la paix. Une même faute, selon l'interprétation, pourra être classée en premier, second ou troisième degré de gravité. En commission de discipline, où l'on peut être défendu par un avocat, on fait encore moins semblant d'arrondir les angles démocratiques que lors d'un procès traditionnel au tribunal, puisque la personne qui te juge est aussi celle avec laquelle tu es en conflit. Ce sera le directeur de la prison, ou n'importe quel autre sous-fifre de la paix. Les sanctions, fermes ou avec sursis, sont diverses et adaptées à la faute. Du point de vue de la morale dominante en prison, du côté des détenus, la situation s'est largement dégradée en l'espace de quelques décennies. Le rapport à la lutte, à la conflictualité, la rébellion, a beaucoup changé. Comme le racontent les détenus un peu plus vieux, autrefois les choses étaient claires. Il y avait 2 camps, pas 3, pas 10. Il y avait d'un côté les prisonniers, de l'autre, la matonnerie. Bien sûr, il y a toujours eu, à toute époque, des traîtres, des balances, des collabos et des lâches. Mais aujourd'hui, tout est plus troublé et imbriqué. La solidarité entre les prisonniers, en tant que principe, n'existe plus. Ce qui ne l'empêche pas d'exister, encore ponctuellement. Le conflit avec la paix, en tant que principe, n'existe plus non plus. Il y a tout de même une guerre sociale à l'intérieur de la prison, la même que dehors. Mais il y a aussi une guerre civile, qui s'entrechoque avec elle, comme dehors. Résultat, certains n'hésitent pas à balancer d'autres détenus, pour un bout de shit, ou pour éviter un pot au jour de mitard. On n'hésite pas à se faire la guerre entre détenus sur des critères de couleur de peau, à mater les révoltés soi-même pour assurer sa tranquillité et son petit trafic, à draguer et coucher avec les matones. Loin de moi l'idée de dire que ces choses-là n'existaient pas par le passé, mais seulement d'affirmer que ce qui était la norme, prisonnier contre AP, est devenu l'exception. On ne défonce plus les balances, sauf si c'est nous-mêmes qu'elles ont balancées. On se bouge plus pour le cas d'un autre détenu que soi-même. On ne surmonte plus nos divisions au moment de s'affronter avec l'ennemi en bleu. Il n'y a que très peu d'entraide. Et les plus pauvres peuvent bien crever. La société, au final, a peut-être réussi l'un de ses plus grands coups, dans l'une de ses tâches les plus structurelles. Réussir à convertir ses marges et à les domestiquer, au point d'en faire de plus virulents défenseurs encore de la dite société. Racisme, logiques identitaires et communautaristes, sexisme, domination, glorification du travail, soumission, hiérarchie, homophobie ou moralisme sont en fait encore plus présents en prison que dehors. La violence des rapports économiques y est décuplée, la violence de l'imposition de la norme aussi. Et si, au fil des années, les conditions de détention se sont améliorées, les violences entre détenus, qu'elles soient physiques ou morales, n'ont fait qu'augmenter. Alors qu'entre la paix et les prisonniers, les relations n'ont fait que se pacifier. La codétention est un peu devenue la guerre de tous contre tous, entre petits clans insignifiants. Le règne absolu des prédateurs sur des proies indiscriminées.
Pour un prisonnier révolté, c'est-à-dire prêt à se battre contre la condition qui lui est faite, et contre la possibilité qu'une telle condition puisse être imposée à quiconque d'autre que lui-même, la détention est un voyage, sur un radeau pourri, sur un fleuve, enserré par 2 rives peuplées d'êtres hostiles. Pris en tenaille entre les codétenus et l'administration pénitentiaire, il devient extrêmement difficile de lutter à l'intérieur, puisque la marge de manœuvre est réduite de tous les côtés de la matraque. L'UCSA, l'unité de consultation et de soins ambulatoires, et le SMPR, service médico-psychologique régional, se contentent de cammer les détenus à coups de médoc, distribués à l'appel comme des cacahuètes à des singes. Ces dealers en blouse blanche passent même leur temps à essayer de convaincre les détenus dès leur premier jour d'arrivée de prendre des somnifères pour dormir et des antidépresseurs pour tenir le coup. Je parle même pas du Subutex, plus facile à obtenir que des fruits, puisque gratuit. Le service médico-psychologique régional est carrément un hôpital psychiatrique à l'intérieur de la tôle. On y maintient les détenus trop récalcitrants, les plus faibles et tourmentés au stade végétatif, des zombies, couchés toute la journée ou presque, que l'on gave de pilules à goût. Les toubibs de l'UCSA, dépendant théoriquement de la PHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, et non de la paix, sont généralement assez paternalistes. Et il faut s'en méfier. Car, contrairement à ce qu'ils affirment, ce que vous leur dites ne restera pas nécessairement entre vous, puisque le secret médical qu'ils sont tenus de respecter est une vaste blague. Ils participent aux réunions de travail de la paix à propos des détenus, et donc au débat, sur le cas de chacun. S'ajoute à cela le sadisme des ingénieurs, qui conçoivent des lits trop courts, ou décalés de 7 cm du mur, ou encore des matelas plus grands que la structure bloquante en métal du lit, du robinet qui asperge nécessairement toute la pièce, ou des bancs de salle d'attente qui font mal au cul, pour bien que tu te rappelles que t'es pas en colonie de vacances. La forêt de portes automatiques, qui s'ouvre que quand les autres sont fermées, pour que tu sois bien obligé d'attendre toutes les 10 secondes. Les planches qui servent de cache-toilette, bien trop courtes en haut et en bas, pour que t'aies plus aucune idée de ce que ça peut bien être l'intimité. La prison, c'est un peu la liberté totale. Donner à une poignée de laquais d'expérimenter leur cruauté grandeur nature sur des humains privés de liberté. Comme un enfant triturant une poupée, ou le cadavre d'une grenouille, avec sadisme. Dans le rôle du gamin sadique, maçon, architecte, ingénieur, constructeur, psychiatre, juge. Dans le rôle de la grenouille disséquée, ce bon vieux tolard. Ce bon vieux tolard à qui il faut bien faire comprendre qu'il est une grosse merde. Il n'existe pas pour ce monde, ni pour lui-même. Le même bon vieux tolard. On est toujours prêt à envoyer crever pour liquider une centrale nucléaire en fusion, ou ramasser des galettes de fioul sur les plages souillées par les marées noires. Celui qui construit dans un champ de coton moderne les sacs Vuitton, que Madame la juge aime tant porter sur son avant-bras, au bal de Noël du barreau de Paris. Pour revenir à des considérations un peu plus générales, je me demande bien comment on pourra en finir avec la prison en laissant le monde extérieur intact. Penser la prison de façon séparée est pour moi une grande méprise, car une bonne partie de la banale horreur qui y prolifère provient directement de l'extérieur. La prison n'est qu'une exacerbation de la survie qui est déjà notre vie à l'extérieur. Dehors aussi, il faut ses papiers pour circuler. Dehors aussi, nous sommes fichés et contrôlés. Les pauvres se font la guerre entre eux plutôt que s'associer pour abolir leurs conditions. Dehors aussi, nous sommes parqués comme du bétail, et dormons là même où nous déféquons. Barbelés, balances, verrous, portes blindées, matons, grillages, barrières, frontières, existent des deux côtés du mur. La prison existe parce qu'une société a besoin d'elle, pour injecter la peur qui la maintient. Et je vois pas bien comment on pourrait s'attaquer à la prison, sans en finir avec le monde qui la produit et en a besoin. Et vice-versa. Je vois pas bien non plus à quoi peut servir de lutter pour des prisons plus humaines, ou des alternatives à la prison, quand le réel problème transcende si largement la simple question de la prison, et se retrouve dans tous les aspects de la société. Le principe même de domination et d'autorité. Nous voulons recouvrer notre liberté, mais dehors non plus nous ne sommes pas libres. C'est parce que je suis pour la destruction des prisons que je suis révolutionnaire. C'est parce que je suis révolutionnaire que je suis pour la destruction des prisons. Mais il ne faut pas attendre de quelconque grand soir mythologique pour lutter contre la tôle. De l'intérieur, les prisonniers n'ont que très peu de marge de manœuvre pour lutter efficacement contre elle. La lutte du prisonnier est une lutte pour sa propre dignité. Une suite de petits combats,
pour garder la tête haute devant l'humiliation permanente que lui inflige l'État et ses défenseurs. Une lutte pour sa survie. Mais elle ne saurait venir à bout de cette société carcérale. C'est de l'extérieur que peuvent se jouer des enjeux plus larges. Attention, je suis pas en train de dire que la lutte du prisonnier est vaine, ni qu'il ne faut pas lutter en prison, au contraire. Je dis pas non plus qu'il ne faut pas s'intéresser à l'extérieur, aux luttes de l'intérieur. Il faut leur donner un haut-parleur à l'extérieur, et lutter tant que faire se peut aux côtés des prisonniers. Il est important de réussir à parler de la prison, de façon décomplexée, malgré les profondes souffrances. Sortir les courriers des détenus révoltés qu'ils souhaitent, et leur offrir une tribune qu'ils ne pourront obtenir autrement que parler d'extérieur. Il faut poser socialement la question de la prison. Que personne ne puisse l'éviter, dans les rues, dans les discussions, à table, au café, au boulot, partout. Il faut briser l'isolement. Dans le même temps, il faut diffuser l'attaque contre ces structures. Critiquer en acte le business de l'enfermement. Partager tout ce qui peut aider un détenu motivé à s'évader. Paralyser les infrastructures carcérales et démasquer les collabos qui participent d'une façon ou d'une autre au système carcéral. Ils sont flics, juges, journalistes, constructeurs, ingénieurs, architectes, politiciens, scientifiques, maçons, investisseurs, philosophes, contrôleurs des prisons. Il faut les livrer en pâture à la colère. Qu'il ne soit plus anodin de participer à l'enfermement concentrationnaire de millions de gens à travers le monde, ni d'en faire la propagande ou de le réformer pour mieux le pérenniser. Que la haine de la barbarie carcérale se dirige contre ceux qui en sont responsables ou qui la défendent. Et que les murs qui séparent les prisonniers du reste des gens soient détruits. Dans nos têtes comme en réalité, l'un ne va pas sans l'autre. C'était comme un chien enragé, texte anonyme, écrit depuis la santé à faire tourner, avec un extrait de musique de Singe des rues, moins de barreaux, plus de brèches. Le texte intégral est retrouvable sur infokiosque.net et beaucoup d'autres sites de contre-information.